qui faisons depuis 25 ans des relevés dans les centres-villes. Là, ici, j'arrive dans les centres-villes. Là, c'est les centres-villes wallons. On reparlera de Bruxelles dans un instant. On fait les relevés sur les centres-villes depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, chaque année, les journalistes me disent c'est pas la peine de venir, on sait ce que vous allez dire, il y a une augmentation des cellules vides. Et donc, bon, c'est vrai. Eh bien, cette année-ci, depuis 25 ans, non. Pour la première fois, en 2021, nous avons enregistré sur l'ensemble des centres-villes wallons une diminution de plus de 2% du nombre de cellules vides. Ça veut dire qu'il y a plus de commerçants indépendants, puisque c'est essentiellement, vous allez voir, c'est essentiellement des commerçants indépendants, donc il y a eu une augmentation de l'offre commerciale dans les centres-villes. Donc, si vous voulez les chiffres, les voilà. Ceci dit, il ne faut pas non plus être angélique. Les villes wallonnes partaient de taux de cellules vides particulièrement importants, pour ne pas dire très importants, et donc voilà les résultats des villes qui ont moins 5,7% de cellules vides, et c'est moins 5,7% d'offres commerciales, c'est de l'offre commerciale en plus, et ce n'est pratiquement que du commerce indépendant. On va le voir dans un instant. Alors, il y a quelques mauvais élèves, et là, sur des mauvais élèves presque traditionnels, enfin traditionnels dans la procédure. Hein. C'est-à-dire que Borin a développé un retail park à 1 km de son centre-ville, Couvain a développé un retail park à 1 km 200 mètres de son centre-ville, et donc voilà, c'est presque mécanique, le commerce se transfère. Waterloo a continué à développer son activité commerciale, et c'est Werda d'ailleurs qui a fini son projet là-bas, et le cœur de Waterloo maintenant commence à avoir des cellules vides alors que ça s'étend au national. Du côté de Bruxelles, on a le phénomène Covid qui a joué. Alors regardez aussi des villes où il y a beaucoup de nafteurs et du tourisme. Pendant le temps du Covid, ces villes-là ont plus souffert que les autres villes, parce que vous avez trois sources, vous avez les résidents, les nafteurs et les touristes. Eh bien, quand vous avez beaucoup de nafteurs et beaucoup de touristes, la période du Covid a été très difficile à gérer. Dans le cas de Bruxelles, c'est pour ça qu'on a des quartiers qui sont fort impactés par le manque de nafteurs et le manque de touristes, et puis des quartiers qui ne sont pas du tout impactés et qui, eux, vont même beaucoup mieux au niveau de l'offre commerciale. Alors, qui sont tous ces commerçants qui sont apparus après 25 ans d'attente? On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire, et qui sont-ils et comment ils fonctionnent? Tout d'abord, on a affaire à ce qu'on appelle des nouveaux commerçants. Alors là, vous avez deux bouchers. Vous avez un boucher vieille génération, mais il est quand même saucisson d'or 2019. Attention, on ne plaisante pas. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle un boucher haute couture, c'est un type qui a fait des études de HEC marketing avant d'arriver dans la boucherie. Je vous signale que vous allez à Nivelles, Camille, la boucherie Sénéchal, c'est une fille qui était directrice marketing il n'y a pas si longtemps à la Poste. Elle a fait 15 ans de directrice marketing avant d'ouvrir la boucherie Sénéchal. Et celui-là, il a des relations pratiquement quotidiennes avec ses clients. C'est-à-dire qu'il est à la fois boucher, mais il est également, il fait du community management, il envoie des mails, alors il est sur pratiquement tous les réseaux sociaux, et on va voir si vous êtes des gens branchés, parce que les nouveaux commerçants maintenant, où font-ils leur croissance? Sur un réseau social particulier, Discord. Discord. Si vous me dites Facebook, je ne vous adresse plus la parole. Si vous me dites TikTok, vous étiez à la pointe il y a à peu près 6 mois. Et donc, mais il y a Instagram, il y a Pinterest, donc LinkedIn, et chaque communauté est gérée de façon différente, il faut le savoir. Alors, celui-là, il a quand même intégré l'amont et l'aval, puisqu'il a intégré l'élevage dans son processus de fabrication, et il a intégré également une chaîne de restaurants. Donc, voilà les profils. Alors, ce qu'on retrouve souvent chez ces nouveaux commerçants, alors, il y a deux catégories de nouveaux commerçants. Il y a ceux qui ont décidé de changer de vie au moment du Covid, avec la période de confinement. Ils se sont dit, je prends le train, je passe 3 heures dans le train pour aller travailler à Bruxelles, je passe 2 heures dans ma voiture dans les embouteillages, je décide de changer de vie. Et donc, on va en parler tout à l'heure, tout de suite. Mais donc, voilà des gens, et ils vont vers des commerces de niche hyper pointus. Et nous avons ceux qui existaient déjà avant le Covid, des gens qui viennent du digital. C'est-à-dire, ils commencent leur activité commerciale en faisant un blog. Après, le blog fonctionne,
on développe le blog, on développe les followers, et quand on a 15, 20, 30 000 followers, on peut passer au site marchand, et quand on passe au site marchand, à ce moment-là, ça c'est nous, les opérateurs terrain, qui devons les amener dans des magasins éphémères pour qu'ils découvrent le magasin physique, et quand ils sont sur le magasin physique, dans le magasin éphémère, en général, ils restent. Caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils essayent de parler de qualité, de valeur de vivre, de développement durable. Ils ne s'installent pas dans les hyper-centres-villes, ils s'installent dans toutes les villes adjacentes, là où les niveaux de loyer sont plus faibles. Alors que la plupart ont quand même, on a des gens qui ont 10, 15, 20 ans de carrière. Alors, première chose, ce sont des gens généralement à un niveau d'instruction supérieur. Regardez les entrepreneurs experts, on a des gens qui sont vraiment diplômés de haut niveau. Ce sont des professionnels expérimentés dans leur domaine. On a énormément de gens qui ont beaucoup d'expérience, alors pas forcément dans le commerce qu'ils ouvrent, mais ce sont des gens qui arrivent avec un réseau, avec de l'argent, avec des moyens, etc. Et ils ont des compétences qui leur permettent de communiquer en faisant réellement du community management, et la plupart ont même sur du 360 degrés tous les outils de communication à leur disposition. Alors, c'est une des caractéristiques d'ailleurs de ce type de commerçant, c'est leur souplesse par rapport aux horaires. Vous avez à gauche de la boutique Mieux, il fait beau, mais voilà, et il y a une opportunité, on décide d'ouvrir le dimanche, pourquoi pas. Et donc, mais ils ont la capacité de prévenir leurs followers. Donc dans ce cas-là, elle a à peu près une cinquantaine de milliers de followers, elle prévient qu'elle ouvre le dimanche après-midi. Il y a des milliers de gens qui viennent le dimanche après-midi dans la rue. Et donc ça veut dire qu'ils travaillent en fusionnant leur communauté. Et voilà, pour les gens qui ne l'auraient pas reconnu, voilà la gaufrette Saint-Paris-Popette. Et donc regardez bien, on vous dit là-bas en dessous, nos horaires varient avec la météo. C'est-à-dire, expliquez ça à président d'association de commerçants, expliquez ça à l'Union des classes moyennes. Bon, on ouvre quand il fait beau et puis on ferme quand il fait mauvais, c'est très difficile. Mais ça crée, c'est des magasins de niche, tous ces gens-là. Donc voilà pour le magasin La Gaufrette Saint-Paris-Popette. Ça, ce sont des gens qui ont travaillé dans la boulangerie industrielle et qui, en fin de carrière, décident d'ouvrir une boulangerie, puis maintenant il y a une glacerie, enfin ils ont tout l'atelier, mais ils veulent faire des produits de qualité. Donc en gros ils ont dit, nous on a fait des produits de mauvaise qualité toute notre vie, et puis maintenant on veut finir notre carrière en faisant des produits de bonne qualité. Ce phénomène-là est très partout, on retrouve des outils comme ça. Alors, le genre, c'est bien du commerce de niche. Voilà quelqu'un qui, lui, fait des cocktails, mais pas le cocktail de base avec les alcools, il fait des cocktails avec des plantes, etc. Et il vous explique comment il se fournit en plantes, en saveurs, etc. Et donc, il y a toute une logique de circuit court et d'économie circulaire. Dans ce que vous avez là, c'est vraiment une économie circulaire. Et donc, effectivement, ça fonctionne de la même façon, il est en permanence avec ses followers. Vous avez devant vous des cas qui sont pas faciles à gérer, parce que si demain, d'abord, ils investissent peu, c'est-à-dire que leur investissement, c'est du temps de travail. Et donc, une fois qu'ils ont leurs followers, l'investissement est relativement faible. Et donc, un jour, ils en ont marre, ils arrêtent et ils font autre chose. Ils n'ont pas de dette, ils n'ont pas de bons commerciaux, et donc voilà, c'est vraiment un choix de vie, et ils représentent quand même 5% du commerce dans nos centres-villes. Et donc voilà, ça c'est, je reviens sur un boucher de nouvelle génération, il fonctionne également par Internet. Alors la question, les trois synthèses. 1. Est-ce que ces nouveaux commerçants sont des utopistes qui sont des fans du développement durable? La réponse, non. Et j'ai pris ici, quand j'étais jeune et naïf, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, au Danemark, j'ai visité tous les gens à Copenhague, et on m'a expliqué que 37% des gens allaient à vélo travailler à Copenhague, 37% des gens qui rentrent dans Copenhague le font à vélo. Je dis c'est génial, les Danois, ils sont très branchés développement durable. Pas du tout, parce que lorsqu'on fait l'enquête, et c'est eux qui l'ont fait, on voit que 55% nous disent qu'ils utilisent le vélo parce que c'est plus rapide que la voiture et que les autres transports en commun, c'est plus pratique, c'est bon pour la santé et c'est moins cher. Je peux vous dire que quand vous discutez avec les nouveaux commerçants, une fois que vous avez gratté un peu le côté communication, ils ont des business models bien calés et ils ne se trompent pas. Je veux dire, il y a une fidélité qui est créée sur des valeurs de développement durable, d'économie circulaire, etc. Mais nous avons devant nous des vrais
des vrais hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, des gens qui calculent quoi, un business model et qui ne se trompent pas. Et donc, ils fidélisent leur clientèle, c'est ce qui est tout à fait impressionnant. Deuxième chose, ces gens-là nous ont poussés à faire de nouvelles études et donc plutôt que d'étudier les zones de chalandise comme on faisait avec les adresses des clients, et bien maintenant on étudie les communautés, on fait de la netnographie, et donc on étudie comment les communautés fonctionnent, parce que la plupart du temps, quand ils voient que leur communauté ne grandit plus assez vite, ils nous demandent de casser certains algorithmes pour que ça avance. Et alors le côté le moins sympa dans cette évolution, c'est que les consommateurs, alors c'est plus cher. Les produits que vendent ces gens-là, c'est de la niche, c'est des produits qui sont globalement plus chers. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de monde pour vivre, donc ils n'ont pas besoin de mass market, ils n'ont pas besoin de grands parkings, pas besoin de beaucoup de mobilité. Par contre, leur existence fait qu'on a besoin du mass market et des prix les plus bas possibles. Parce que le consommateur n'achète pas quelque chose en fonction de ses revenus, il dépense beaucoup d'argent pour ce qu'il a envie de se faire plaisir. Et donc vous avez des achats, ce qu'on appelle des achats impliquants, où les consommateurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent, de façon déraisonnable par rapport à leurs revenus, mais pour pouvoir faire ça, ils doivent faire ceinture sur d'autres dépenses. Et donc on a besoin du mass market, on a besoin, soyons clairs, des prix marques, on a besoin des prix les plus bas pour pouvoir avoir ce type de nouveaux commerçants. Et enfin, dernière chose, est-ce que les promoteurs en développement d'immobilier commercial arrêtent de faire des projets? Évidemment non, parce que s'ils arrêtent, ils n'existent plus. Et donc maintenant, on ne vous fait plus des projets commerciaux, on fait des projets mixtes. Donc on va mettre du résidentiel, du loisir, et évidemment, ça ne se fait pas, il faut mettre quand même du commerce. Et donc, ils demandent des permis, un permis pour du commerce pur, très difficile à obtenir dans les 3 régions du pays, mais si je fais un projet mixte, alors je parle du résidentiel, du loisir, ça va. Et alors, la dernière chose à la mode, et c'est nos amis de Redefco qui l'a inventé, c'est dire le retail park est vieillissant, on va le rénover. Mais en rénovant, on va mettre quelques petits mètres carrés en plus par-ci par-là. Et donc, voilà. Donc, on a 2 objets maintenant très nets, c'est les projets mixtes, et tous les gens de l'immobilier commercial sont en train de basculer vers les projets mixtes. Il y aura de nouveaux mètres carrés commerciaux. Et si je prends l'alimentaire, alors où je vous parle, c'est une bagarre. Tout le monde veut créer de nouveaux points de vente alimentaires pour prendre des parts de marché sur les autres. Tous. Et donc, toutes les villes, toutes les communes, regardez l'Observatoire du commerce, il croule sous les demandes de permis d'implantation commerciale. Donc, le processus n'est pas du tout terminé. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.